Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Top Retour. Je vous ai demandé du Pixar pour cette fois-ci et vous êtes tombé sur un truc que j'avais prévu un peu. Ça, je m'attendais un petit peu lorsque j'ai lancé le Top Retour que les films que j'ai préférés et les films que j'ai le plus détestés soit la cible des top retours. Et Toy Story 3, donc, je redis ce que j'ai dit dans ma critique, qui commence à dater. Il y a des chances qu'un de ces quatre, pas dans l'immédiat parce que je suis prêt à mon planning et tout, je fasse une V2 de mes critiques de Toy Story parce que je me rends compte que ouais, ça a pris un sale coup de vieux, mais dans ma critique quand même, j'ai dit que c'était mon Pixar préféré. Ça n'a pas changé, j'adore ce film. Le plus réussi du lot en termes d'action, de développement de personnages, d'émotions, de moments intenses. Pour moi, c'est tellement bien fichu. Pour moi, c'est un film excellemment réussi sur beaucoup de points, mais je vais quand même partir sur un argument tout à fait subjectif. Voilà, parce que c'est toujours un peu subjectif les arguments, mais là c'est complètement très propre à moi, très personnel, même si je sens que beaucoup de gens le partagent. Si j'ai autant apprécier ce film, s'il m'a marqué à ce point, si je le considère comme un chef-d'œuvre. Hein. Il y a deux films Disney que je considère comme des chefs-d'œuvre, les autres ils sont très bien ou en dessous, mais si je le considère comme un chef-d'œuvre, c'est parce que j'ai grandi avec cette franchise. J'étais tout petit quand Toy Story est sorti, j'ai un peu grandi quand Toy Story 2 est sorti, et là je suis devenu adulte à peu près en même temps qu'Andy, hein, avec bon, un certain décalage, quand Toy Story 3 est sorti, donc c'est très fort ça, quand une franchise fait ça, et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, ça c'est clair, c'est pas donné à ceux qui sont pas de ma génération, et ceux qui sont de ma génération et qui n'ont pas découvert ces films à leur sortie, ben c'est pareil, c'est quelque chose de très particulier que je ne partage qu'avec une certaine partie des gens. Hein. Je pense que c'est quand même une partie importante, puisque c'est un film qui est considéré comme génial par beaucoup de gens, et ouais, je suis complètement d'accord avec eux. Cela étant, oui, aucun film n'est parfait, et donc on va en dire du mal. Désolé à nouveau de ne pas faire des masses de points négatifs, parce que je trouve qu'il est tellement réussi en termes d'écriture, de personnages, etc., qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises choses à dire, il y en a quelques-unes. Je suis allé un chouïa plus loin que 5 points cette fois-ci. Je suis allé jusqu'à 5 points et demi, je vais vous expliquer le coup du demi-point, parce que pour moi c'est un défaut qui a de fortes chances de ne plus en être un, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on se lance tout de suite, voilà les 5 pires points et demi de Toy Story 3. Numéro 5,5 donc, La Bergère évincée. Donc La Bergère a été vendue entre les deux films. Voilà. Ça peut être frustrant pour les personnes qui ont apprécié La Bergère dans les deux premiers films. Personnellement, ça n'a pas particulièrement été mon cas. Je veux dire, je l'ai pas détesté, mais dans le premier film, c'était un peu une bouchée qui suivait le mouvement de tous les autres persos secondaires en acclamant Buzz l'éclair et en laissant Woody sur la touche. Dans le second film, les persos secondaires se sont améliorés, mais ouais, la bergère était surtout un soutien rapide. Elle était là histoire de dire. À la fin, elle fait un petit bisou à Woody, mais sinon... Donc sérieusement, dans les deux premiers films, la bergère, sans être mauvaise une seule seconde, m'a vraiment pas marqué. Et donc le fait qu'elle disparaisse, ça m'a pas fait grand chose. Mais je reconnais quand même que la façon dont elle est évincée un peu rapidement peut être un peu gênante, même s'ils essayent de souligner un petit peu ce que ça représente pour Woody quand il réagit en entendant ce nom-là. C'était un peu touchant, mais c'était très rapide et ouais, si vous êtes fan du personnage, je comprendrais aisément que vous soyez un peu déçu qu'elle soit évincée comme ça. Donc la raison pour laquelle c'est un demi-point et pas un point négatif, c'est que si vous avez suivi un petit peu le pitch de Toy Story 4, ça va se centrer sur le fait de retrouver la bergère. Donc la bergère sera à nouveau développée dans cette suite. Autrement dit, si c'est fait correctement, je pense que ce sera plus un défaut, quoi. Ce sera réglé par la suite. C'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment un point négatif, c'est un demi-point négatif, plutôt un point négatif qui sera réglé, je pense, dans la suite. Si c'est bien géré, ça on verra bien. Numéro 5, exposition et facilité scénaristique. Donc, il y a notre méchant Lotso qui dirige la garderie, et Woody, en s'en enfuyant, finit par tomber sur une petite fille qu'il trouve. Et en étant trouvé par cette petite fille, il tombe sur le clown qui a côtoyé Lotso et qui nous raconte de façon très pratique sa backstory. Et je trouve que c'est amené de façon forcée, hein, faut dire ce qui est. Alors, j'aime bien l'histoire de Lotso.
Ça met en avant quelque chose qui était très survolé avec Papy Pépite, c'est-à-dire le fait qu'il a complètement rejeté l'idée de jouer avec les enfants, mais c'est amené avec une backstory beaucoup plus détaillée sur laquelle on se centre davantage, sur laquelle on joue beaucoup plus. Dans le deuxième film, c'était clairement surtout joué comme un méchant de dernière minute, un méchant surprise. Alors que je suis désolé, les gens qui disent que Lotso est un méchant surprise, ça vient au tiers du film déjà. Et même avant qu'on découvre que c'est un méchant surprise, il est clairement... On voit qu'il est pas super net, Lotso, quoi. Donc si ça c'est un méchant surprise pour vous, merde, quoi. Un méchant surprise, c'est Hans. Papy Pépite, oui. Alors, quand j'ai dit que Hans était un méchant surprise, c'était assez inédit pour l'époque. Oui, c'est vous que Papy Pépite, sur le principe, là... a clairement été là avant lui, c'est vrai. C'est un méchant un peu dramatique dans sa backstory, qui a viré irrécupérable. N'empêche que la façon dont on amène sa backstory, dont on nous la raconte, de façon à ce que Woody la sache, c'est forcé quoi. De comme par hasard, Woody est ramassé par la même fille qui aura fini par ramasser ce clown. Ben dis donc, sacré coup de bol, et comme par hasard, ce clown se sent de lui raconter son histoire comme ça, à la volée, et... Ouais, c'est pas... Je trouve que vous auriez pu amener ça mieux, de façon un peu plus naturelle. C'était pas super naturel, et ça gêne un chouïa dans la fluidité de votre récit. Numéro 4, et comment Lotso a pris la tête des opérations? Alors c'est un truc que beaucoup de gens ont tendance à non seulement pardonner, mais surtout vanter dans des films maintenant, c'est-à-dire le fait qu'on n'explique pas des trucs. Voilà, il y a un truc, on sait pas comment ça a pu se faire, on n'explique pas, on laisse au spectateur le soin de le deviner, et par moments je suis... d'accord pour dire qu'on va pas tout expliquer, il y a certaines choses, on peut tout à fait se dire ça marche comme ça c'est pas trop grave si on l'explique pas, c'est bon. Genre ça, par exemple, comment ça se fait qu'Elsa ait des pouvoirs magiques dans la Reine des Neiges, je suis désolé mais merde. Alors en quoi c'est si important de savoir d'où ça provient exactement? Le fait qu'elle naisse avec des pouvoirs magiques, c'est l'élément déclencheur, on n'a pas particulièrement besoin de savoir d'où ça provient spécifiquement, on peut juste se dire que c'est une espèce d'anomalie de naissance, où il y a un truc dans l'air qui a fait ça, quelque chose comme ça, c'est pas grave, ça change absolument rien à l'intrigue qu'on veut raconter. Par contre, je suis désolé, mais que Lotso se retrouve à la tête de la garderie et dirige tout d'une poigne de fer et influencer les autres, je trouve que ça aura mérité d'être un chouïa abordé dans l'histoire, parce que ça crée un certain vide à combler. Et ça joue un rôle assez primordial dans l'intrigue que ça veut raconter pour moi. Après, c'est plus un problème que j'ai après coup. Hein, nous sommes bien d'accord. Sur le coup, je me dis, ok, il est chef, très bien, je fais avec l'histoire que ça raconte. Mais après visionnage, j'ai toujours ce petit truc où j'essaie de m'imaginer, de me visualiser, mais comment il a pu se hisser au haut du podium, tout diriger, qu'est-ce qui a fait que tous les jouets l'ont suivi pour telle ou telle raison. Cette espèce de loi du plus méritant qu'il a mise en place est intéressante, j'aime beaucoup. Hein. C'est une direction un peu tyrannique qui met beaucoup dans l'ambiance, mais ouais, ça aurait été cool de dire qu'est-ce qui a amené ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, je sais pas, faire un rapide flashback qui montrait les débuts de sa prise de pouvoir, qu'est-ce qui a fait lorsqu'il est arrivé dans cette garderie que ça a amené les autres à le suivre. Et c'est un peu dommage que ça ne soit pas expliqué, ça me gêne un chouïa après visionnage, donc c'est pour ça que pour moi c'est un petit défaut quand même. Numéro 3, Buzz l'éclair, comment ça marche? Il y a quelques personnes qui viennent critiquer El Buzzo parce que c'est un stéréotype de l'espagnol, et je dis pas que ça part pas un peu dans le chimique, mais c'est jamais traité de façon négative ou rabaissante. C'est clairement une exagération, comme c'était une exagération à son réveil, Buzz l'éclair, de quelqu'un qui en fait des caisses en s'y croyant trop. C'est pareil, seulement on prend le côté espagnol, pour ça on rajoute un petit côté espagnol, donc il y a l'accent logique qui va avec. La seule chose que j'aurais à redire, c'est qu'on force un petit peu la petite musique espagnole par-dessus, c'était un peu en trop je trouve. Hein, on l'aurait remarqué sans ça, c'est le petit détail, mais sinon ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange par rapport à tout ça, c'est que ça n'a aucun sens comment marche Buzz dès lors qu'on y réfléchit. Donc,
Il y a une méthode pour le faire redémarrer, c'est-à-dire le faire se réveiller en ayant oublié tous ses souvenirs lors de son premier éveil en tant que jouet. Donc on se retrouve avec Buzz l'éclair, tel qu'il était au tout début du film, en jouant un petit peu sur cette nouvelle situation, qui se fait avoir un peu bêtement, hein, faut dire ce qu'il est, mais il n'a jamais été une flèche, faut dire Buzz l'éclair, c'est clair. Revoilà le débile de l'espace. Et après, lorsqu'on essaye de le réparer en utilisant une notice, parce que tout se fait par notice, lorsqu'on fait ça pas très bien, non seulement ça le réinitialise, mais en plus ça le transforme en version espagnole. Parce que logique, pourquoi lui remettre sa mémoire, c'est-à-dire le refaire être le Buzz l'éclair qu'on a connu avant. On fait la même chose que ce qu'on doit faire pour le transformer en version espagnole. Pourquoi, en quoi ces deux trucs sont liés en fait? C'est un petit peu bizarre, je trouve. Et puisqu'on parle de tout ça, comment se fait-il qu'il y ait un bouton pour redémarrer Buzz l'éclair? Buzz l'éclair, il a des fonctions basiques, c'est-à-dire des répliques préenregistrées et des petits gadgets. Il n'y a pas besoin de redémarrer. Pourquoi il y aurait une notice qui ferait redémarrer la personnalité de Buzz l'éclair? Il n'y a rien à redémarrer. C'est... Excusez-moi, mais je trouve ça ridicule, quoi. Pourquoi il y aurait une notice qui expliquerait comment redémarrer la personnalité d'un jouet? D'un jouet qui n'a pas besoin d'être redémarré, quoi. Si encore c'était, j'en sais rien, un jeu vidéo avec des sauvegardes ou un truc comme ça, ok, mais là, il n'y a rien à redémarrer. Et donc, ouais, il y a une notice pour ça. Et le truc le plus dingue, c'est que, à la fin, pour retrouver la mémoire, il se prend un coup sur la tête. Ça marche comme ça lui a déglingué tout son système et tout d'un coup, paf, il redevient celui qu'il était avant. Et c'est pas logique. C'est pas logique dans le cadre de ce que vous instaurez. J'ai mal avec ça, je vous le cache pas. Donc, ouais, j'arrive à passer outre parce que ça amène des bons moments, des moments comiques autour de Buzz l'éclair. Voilà. Et à la fin, c'est clair et net qu'à un moment donné, il faut qu'il redevienne lui-même. Sinon, ce serait frustrant. Je suis complètement d'accord. Mais la façon dont vous amenez ça avec cette histoire de notice, de bidouillage des circuits, pour moi ça n'a aucun sens en termes de logique, de comment est censé fonctionner un jouet, parce que c'est quand même censé être un jouet aux yeux des humains, et donc la notice doit être traitée par rapport à des yeux humains, quoi, pas par rapport à des yeux de jouets, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était inévitable presque, hein. Si vous vouliez faire changer Buzz l'éclair et tout, c'était inévitable que ça se fasse comme ça, mais... Ouais, dans l'absolu, ça n'a aucun sens d'avoir ces fonctions-là au sein du jouet en lui-même. Numéro 2, un conflit initial forcé. J'apprécie totalement le fait qu'on crée une dissension entre Woody et les autres jouets. Parce que, dans un sens, Woody a toujours été celui qui a le plus cru en Andy. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viendront me dire « Ah mais dans le deuxième film, ça n'a pas été le cas, il a cessé de croire en Andy. » Mais c'était un moment de faiblesse, il a été complètement subjugué par quelque chose, par une autre voix. Mais c'est justement grâce à ce film que ça a confirmé son attache envers Andy. C'était un test, une traversée du désert... entre guillemets, de laquelle il a fini par ressortir plus fort pour moi. C'est pour ça que c'est totalement logique que Woody soit celui qui croit le plus en Andy dans le troisième film, parce que après ce qu'il a traversé, ça l'a fait que, globalement, raffermir sa foi. J'ai dit sa foi de façon très générale, hein, on est bien d'accord. Et donc, ouais, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette dissension entre lui et les autres, parce que maintenant qu'Andy est grand et qu'il ne veut plus jouer avec eux, mais vraiment plus du tout jouer avec eux, les autres ont fini par ne plus y croire, alors que lui, il est toujours attaché à ça, il se dit toujours, il y a ce plan qu'on a créé où on finira par jouer avec ses enfants et tout, alors que les autres ont une attache un petit peu moins forte. C'est logique qu'ils perdent plus facilement foi. Après, je trouve que c'est dommage que ce soit amené de façon aussi forcée et aussi mesquine un petit peu par moment. Je trouve que le quiproquo du sac poubelle était amené de façon très facile et très maladroite. C'était histoire de créer un conflit, de forcer le conflit par rapport au fait que les autres se croient jetés par Andy, alors que pour moi il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y avait pas besoin de leur faire croire que Andy était prêt à carrément les jeter à la poubelle. Ils auraient juste pu croire que ça ne leur suffisait pas d'être jeté dans le grenier. Ça aurait suffi à comprendre pourquoi il voudrait rester dans la garderie. Mais non, il y avait ce conflit forcé, ce qui amène à des mots qui vont assez loin et qui sont
assez cruels, surtout de la part de Woody, je le cache pas, qui ont rendu cette scène de séparation au début du film un petit peu trop excessivement amère pour ce que ça voulait être. On aurait pu créer quelque chose de moins vache entre nos personnages. Après, je trouve que c'est légèrement sauvé par Pile Poil, hein, la petite intervention de Pile Poil, où Woody se rend compte quand même que la vie ici n'est pas affreuse et il va pas laisser Pile Poil tout seul et qu'il doit vivre avec les autres. C'était un petit moment touchant qui rattrape le coup, mais n'empêche que ouais, ce moment de dissension, ce conflit, vous l'avez forcé un peu trop, et j'ai trouvé qu'il était un peu trop excessif pour son propre bien. Et le pire point de Toy Story 3 est le retournement de veste du méchant groupe. Ok, le fait que Lotso soit à la tête de ce groupe, que ce soit lui qui tire les ficelles, et que c'est lui qui les ait influencés pour suivre cette espèce de mentalité, on sacrifie les plus faibles et chacun dans son coin, il y a une solidarité très éparse à cause de ça, je trouvais que c'était intéressant. Le problème, c'est que lorsque vous voulez vraiment tout mettre sur le dos de Lotso, en faisant en sorte qu'à la fin tout le monde finisse par se dire ok, il faut qu'on arrête ça, maintenant on doit vivre une situation plus juste et tout, c'était amené de façon mais pas crédible du tout. Assez tôt on voit que ce groupe de jouets n'est pas une bande de tendres, ils ne donnent pas particulièrement l'impression de faire ce qu'ils font simplement par influence. On sent qu'il y a quand même un côté un peu méchant en eux de base qui les a amenés à cette situation-là, à cet état d'esprit-là. Et le fait qu'à la toute fin, il suffise que Ken balance un discours pour dire que Lotso leur a vendu une façon de gérer les choses qui n'est pas bonne et que on peut partir sur quelque chose de mieux, j'ai trouvé ça trop rapide. Le fait que vous ayez à aucun moment donné l'impression justement que ces gens-là, que ces jouets-là pouvaient être rachetables, j'y crois pas quoi, j'y crois pas du tout. C'est un petit problème assez important que j'ai avec ça. Et Ken qui nous balance ce petit discours comme quoi oui, je suis tombée amoureuse de cette femme Barbie, elle m'a convaincu que le système de Lotso n'était pas bon. Juste après la scène où elle l'a torturé en déchirant ses vêtements, où il y avait clairement plus de réelle alchimie entre eux à ce moment-là. C'est un truc dans la narration que vous faites très mal. Voilà, je trouve que la narration en de très nombreuses reprises est sublime dans ce film, avec de grands moments forts, très bien amenés, mais là, ce moment où tout le monde se retourne contre Lotso et on finit par le jeter parce qu'il est plus que tout seul dans son état d'esprit, je trouvais que c'était pas bien fait, c'était pas super bien pensé, ça aurait pu être bien mieux développé avant et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Voilà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. À la fin, quand tous ces jouets finissent par se dire ok, on va mieux penser, on va avoir un meilleur état d'esprit et Lotso n'est plus la personne qu'on doit suivre, je suis désolé, je suis pas cru une seule seconde avec tout ce que vous avez mis en place. Je veux dire, le singe qui devient cool à la fin alors qu'avant c'était plus une représentation d'horreur. Ouais, c'est un truc qui mérite d'être instauré, je suis désolé. Ça peut pas se dire comme ça, maintenant ça a changé, tout le monde est gentil, maintenant que l'autre n'est plus là. Et si les autres mauvais points, j'arrive à les pardonner facilement, je vous le cache pas, celui-là j'ai un peu plus de mal. Voilà, j'ai un peu plus de mal, c'est le défaut principal de ce film, un peu comme pour La planète au trésor, le défaut principal vient surtout des méchants secondaires. Voilà, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage, mais c'est le cas. Mais malgré ça, ça reste un excellent film que j'ai pris un énorme plaisir à découvrir la première fois, qui me laisse toujours un nœud au cœur avec sa fin sublime. Et ouais, c'est une conclusion tellement bien réussie que je vais clairement avoir une petite réserve en allant voir Toy Story 4, parce que oui, c'était une conclusion tellement parfaite et ça méritait pas d'être poursuivi avec un film, d'être poursuivi en tétralogie de cette façon-là. Ou alors vraiment poursuivre, mais avec un groupe de jouets totalement différent, hein, faire un spin-off, ça aurait été cool. Mais le fait de partir sur le destin de la bergère, ce qui lui est advenu entre Toy Story 2 et 3, ça pourrait être intéressant, vraiment. Je pense que c'est une voie plutôt intelligente à suivre en partant du principe qu'on doit
forcément faire une suite à Toy Story 3, et ben je pense que c'est une des voies les plus malines à suivre sur le principe, et donc j'attends de voir. Mais bon, pas grand chose ne pourra battre Toy Story 3 à mes yeux, c'est très rare de voir un truc qui m'agrippe à ce point, qui me laisse sur une note aussi comblée, où je me dis, punaise, il n'y a rien à rajouter, et c'est vraiment, et c'est quelque chose de très fort, hein. C'est quelque chose que je ressens pas souvent dans les films, et je l'ai ressenti clairement pour Toy Story 3. Quoi qu'il en soit, je pense m'être étendu assez longtemps là-dessus. Je m'attendais pas à passer autant de temps sur une liste assez courte en soi, mais ouais, c'est une vidéo plutôt longue maintenant que je me fais le topo. A très bientôt pour le futur top retour. N'oubliez pas de voter en commentaire, cette fois vous n'avez aucune limite, vous pouvez voter pour n'importe quel film que j'ai traité en Disneyphile, et même en Disneyphile HS si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que je revienne sur un de ces films-là, c'est possible. En attendant, à très bientôt pour de futures vidéos, bye.